La radio de la communauté en direct de Brazzaville, Pascal Tsatimabiala, premier secrétaire de l'UPADS, Union panafricaine pour la démocratie sociale. Bonjour monsieur le premier secrétaire. Oui. Bienvenue sur Radio Congo Live. Bonjour, cher ami. Bienvenue sur Radio Congo Live en Bonjour. Chicago, la radio de la communauté. Nous sommes bien en direct du studio central ici à Chicago. Nous allons parler de la situation politique du Congo-Brazzaville, mais aussi de la vie de l'UPADS, dont vous êtes le premier secrétaire. D'abord, la nuance. Est-ce que vous pouvez, pour la gouverne de nos auditeurs, et nous éclairer sur votre titre, notamment après le congrès de 2013, vous avez été élevé au rang de premier secrétaire. Beaucoup ne comprennent pas cette nuance entre premier secrétaire et président de l'UPADS. Est-ce que vous pouvez, pour nos auditeurs, nous éclairer là-dessus? Oui, tout à fait. Au congrès de juin 2013, nous avons apporté des réformes internes au parti, y compris sur l'appellation des responsables. Le président Lissouba, qui est l'autorité morale, est demeuré le président d'honneur du parti. C'est lui l'autorité morale, c'est le président d'honneur. Et nous avons donc élevé celui qui était secrétaire général hier, puisqu'il y avait des présidents au-dessus de lui. Il a été élevé au rang, et c'est ma personne, ma modeste personne, élevé au rang de premier secrétaire. Donc aujourd'hui, la fonction de premier secrétaire que j'assure est une fonction en réalité de président actif du parti. Mais nous n'avons pas voulu qu'il y ait deux présidents d'honneur, président actif, et nous l'avons appelé, par souci simplement de simplification, nous l'avons appelé premier secrétaire pour ne réserver le titre de président qu'à Pascal Lissouba. Mais en réalité, je joue le rôle de président actif du parti. Merci. C'est un peu comme... Oui, exactement comme au Parti socialiste français, il n'y a pas un président du Parti socialiste français, il y a le premier secrétaire, il est, comme vous le constatez bien, il est le président du parti, mais on l'appelle premier secrétaire. Merci pour la précision. Nous allons donc commencer cet entretien avec un tour de l'actualité politique au Congo-Brazzaville. Vous savez, monsieur le ministre, que la crise du pool notamment perdure. En tant que stratège, je rappelle que vous avez été ministre de la Défense de Pascal Lissouba. Et quelle lecture faites-vous de cette guerre, notamment de cette crise en connaisseur? Pensez-vous que cette guerre, les Congolais ont-ils les moyens de s'en sortir, les politiques, dont vous-même qui êtes de l'opposition? Quel est votre point de vue sur cette guerre qui perdure au pôle? Mais je crois que c'est une erreur pour le gouvernement, pour le pouvoir de manière générale. C'est une erreur de croire que nous gagnerons cette guerre. Il n'y a pas de guerre contre le pôle. Il y a des problèmes politiques et il faudrait que le règlement soit politique. Nous l'avons dit et nous le redisons ici sur vos antennes. Ça dure depuis 20 ans. Nous avons une force publique super équipée, superbement équipée. Et si la question était militaire, on aurait pu déjà déloger Ntoumi dans sa tanière et mettre un terme en mettant hors de nuit tous ces ninjas, tous ces miliciens qui le suivent. Et on constate bien qu'après 20 ans, le problème du pool demeure. Ça change de forme, mais le problème demeure. Ça veut dire qu'il y a peut-être un problème politique. Alors, pourquoi ne pas prendre le courage? Plutôt que de promettre la mort à Ntoumi, de promettre la prison à Ntoumi, de lancer des mandats d'arrêt, un appel du président de la République, un appel solennel du président de la République, pour dire à Ntoumi, viens à Brazzaville, j'assure ta sécurité. Nous allons nous asseoir pour que l'on comprenne pourquoi tu maintiens en otage le département du Pôle, ça fait 20 ans. C'est ça que nous attendons, nous, la classe politique. Et c'est ce que nous sommes allés proposer à M. le Premier ministre qui nous a fait l'honneur de nous recevoir il y a 2 jours. Et j'ai dit, M. le Premier ministre, nous sommes là en face d'une crise asymétrique. Et ça peut durer des années. Mais des années, ça veut dire qu'il y a des victimes innocentes, des enfants qui ne vont pas à l'école, des hôpitaux qui sont hors de fonctionnement. La vie est arrêtée dans le pool. Et cette déshérence des populations, mais ça fait terrible à voir. Ce que les armes n'ont pas pu apporter en 20 ans, ne nous dites pas que dans 2 jours, vous allez en finir. Alors, la solution est politique, plus que politique, et plus que jamais, c'est maintenant qu'il faut s'asseoir avec Ntoumi. C'est un Congolais, Ntoumi, il le comprendra bien. Ntoumi, c'est un Congolais. Et ce n'est pas nous seuls qui souffrons des douleurs des populations du Poul. Ntoumi aussi doit. Même s'il est
dans l'irrationnel. Mais c'est à nous de prouver que nous voulons aller au fond des choses. Attendez. Il a si peu, M. Toumi, que l'on qualifie aujourd'hui de terroriste, à tort ou à raison, mais il a accepté de collaborer. Il est venu, il a accepté la fonction que le président de la République lui a confiée, ministre délégué. Un bon matin, ce monsieur qui avait déjà appris à porter veste et cravate, un bon matin, il repart dans la forêt. Vous croyez qu'il ne s'est pas passé quelque chose? C'est ça que nous, on veut comprendre. Et enfin, militairement, qui peut croire que Toumi ait les moyens personnels pour résister à la force publique aussi longtemps? Lui qui n'a pas de base arrière, qui n'a pas un pays dans la sous-région qui le soutient, qui n'a pas un approvisionnement d'armes connu. Alors, d'où viennent les armes de Toumi? Qui arme Toumi? Donc, autant de questions, et ça, il faut qu'on s'asseye, qu'on sache un peu, ça devient une nébuleuse pour nous. Voilà la position qui est la nôtre à l'UPADES de cette affaire de Toumi. Merci, Monsieur le Premier Secrétaire. Ce discours est celui véritablement d'un opposant. Mais pourtant, vos collègues de l'opposition vous qualifient de traître pour avoir reconnu la réélection, somme toute contestée, de Denis Sassou Nguesso. Peut-on dire, Monsieur le Premier Secrétaire, que votre parti, l'UPADES, n'est-il réduit qu'à l'opposition de façade? Oh là là, vous voyez bien. C'est ce que nous entendons, Monsieur l'opposition. Oui, attendez. Moi, je rigole bien. L'opposition, Sassou Nguesso n'est pas notre ennemi, c'est notre frère. C'est notre adversaire plutôt. C'est un Congolais, donc c'est un frère. Mais il a un projet qui est différent du nôtre. C'est en cela que nous sommes dans l'opposition. Tous ceux qui crient haut et fort sont d'accord avec le projet de M. Sassou, puisqu'ils ont été avec lui des années durant. Ils l'ont quitté que sur la question de la Constitution. Il faut que vous le releviez. Moi, je n'ai jamais été avec M. Sassou. Tous, peut-être que vous les voyez, ceux qui se disent aujourd'hui, les grands opposants ont travaillé avec M. Sassou. Ça veut dire que ce que nous contestons aujourd'hui, y compris la question du pool, ils l'ont géré avec M. Sassou. Qu'est-ce qu'ils vont lui dire maintenant? Et quand vous enlevez la question de la Constitution, où nous nous sommes rassemblés, là où ils se sont éloignés de M. Sassou, ils n'étaient pas d'accord, ils nous ont rejoints et nous avons travaillé ensemble pour empêcher que la Constitution ne soit changée. Mais une fois cette question levée, une fois que nous n'avons pas pu, c'est pas que nous n'ayons pas voulu, que nous n'avons pas pu. Logiquement, qu'est-ce qui les éloigne de M. Sassou? Puisque le projet de M. Sassou, c'est celui qu'ils ont concocté ensemble. Y compris l'affaire Ntoumi, ça ne commence pas aujourd'hui. M. Kombi, M. Boao, M. Mokoko ont géré cette question avec M. Sassou. Je ne parle pas du projet économique, du projet social de M. Sassou. Tous les projets successifs, c'est avec eux qu'il les a élaborés, qu'il les a exécutés. En quoi ils sont opposants à M. Sassou? Uniquement sur la question de la Constitution. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, mais moi, je suis opposé depuis longtemps. Nous nous sommes opposés depuis longtemps. Nous ne sommes pas d'accord, aussi bien sur la Constitution que sur le projet de M. Sassou. C'est là que nous sommes opposés. Alors, on parlait de cette question de... Oui, nous avons pris acte. Nous avons pris acte de l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui proclamait les résultats. Suivez nos interventions. Lorsque la Commission nationale électorale indépendante, dite indépendante, a proclamé les résultats, nous avons émis les réserves. Nous avons dit que les résultats proclamés par la Cour constitutionnelle ne reflètent pas le vote. Donc nous avons contesté. Mais une fois que la Cour constitutionnelle, l'organe essentiel de cette Constitution, a rendu son arrêt, il faut être républicain, hein? On ne fait pas l'opposition parce qu'on est opposition. Et c'est à ce moment que nous avons pris acte de l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Voilà, ça c'est le plan juridique. Maintenant, la question politique. Nous voulons l'apaisement dans le pays. Notre position, notre déclaration, au-delà de la question juridique, avait un contenu politique de l'apaisement. Il fallait apaiser le pays. Nous étions là, partis, encore pour des affrontements sanglants, et nous n'avons pas voulu exposer nos militants, exposer le pays à des lourdes conséquences. Nous avons dit que nous prenons acte. C'est-à-dire que nous avons entendu ce que M. Tsao dit. Moi, j'ai suivi la crise au Gabon. Les Nations Unies, après avoir critiqué longtemps le processus électoral, quand la Cour constitutionnelle au Gabon a proclamé les résultats en faveur de M. Bongo, M. Ban Ki-moon, l'ONU, a dit « je prends note, vous avez bien suivi, je prends note des résultats et demandant à M. Bongo de convoquer un dialogue pour apaiser la situation. » Mais a pris note.
bien qu'elle ait critiqué assez durement le processus électoral. C'est ça. Il faut bien qu'il y ait un règlement quelque part. On ne se bat pas pour toujours. Et nous pensions que nous avions pris une position qui était la position la plus sage, qui permet au pays d'avancer et de ne pas aller droit dans le mur. Aujourd'hui, mes amis de l'opposition, alors où sont-ils? Qu'est-ce qu'ils font maintenant? Nous parlerons ils sont dans la rue? Monsieur le Premier secrétaire, on en vient. Alors, vous pensez que les termes, parce que j'ai lu quelque part à Congo Liberté, on vous traite de mercenaires politiques. Est-ce que vous trouvez que ces termes sont exagérés ou injurieux? Vous avez trouvé. Mais moi, ça ne me fait absolument rien du tout, parce que mercenaire, ça veut dire quoi? Un mercenaire, c'est celui que l'on achète pour des causes. J'ai été mercenaire dans quelle guerre? J'ai été mercenaire où? Voyez-vous, c'est des gens, quelquefois, qui disent des choses sans en connaître le sens. Mercenaire politique, ceci, cela. Oui, les gens, ils aiment bien se masturber intellectuellement, mais est-ce que ça ne fait ni chaud ni froid? Parce que depuis le début, j'ai dit que c'est moi qui avais raison. Et ils comprendront que c'est nous qui avons raison. Alors, ceux qui me traitent de mercenaires politiques, il faut bien qu'ils en donnent les raisons. Un mercenaire politique, c'est celui qui a la solde de quelqu'un, à qui on donne de l'argent pour aller combattre un ennemi, et c'est un adversaire. Alors, en quoi je suis un mercenaire? Vous voyez bien que tout ça, ça me fait rigoler. C'est pour ça que je suis serein. Parce que ça ne me ressemble pas du tout. Moi, je vous ai dit que moi, je suis opposé à M. Sassou depuis toujours. Ceux qui parlent aujourd'hui ne l'ont jamais été. C'est tout. Et oui, monsieur le Premier secrétaire, le 8 avril dernier, vous l'avez rappelé, vous avez appelé donc votre député, monsieur Saïd, je crois, a fait une déclaration invitant vos militants à l'apaisement, donc à éviter des actes de violence dans le pays. Mais on constate finalement, oui, vous avez demandé explicitement à vos militants d'éviter ces actes de violence, je crois, à travers une déclaration faite par votre député, monsieur Saïd, me semble-t-il. Mais que répondez-vous à cet argument de la violence utilisé par le gouvernement, notamment le bombardement d'une partie de votre fief électoral par des hélicoptères tout récemment? Est-ce que vous êtes déçu donc du comportement du gouvernement? Bon, écoutez, il y a aussi ce qu'on appelle des effets collatéraux. Il y a des effets collatéraux. Je ne pense pas que ce que l'on qualifie de bombardement des pays du Niari soit un objectif calculé du pouvoir. Je ne comprends pas pourquoi. Toumi n'est pas dans les pays du Niari, n'est pas dans la Boisa, n'est pas dans la Lékomo. Est-ce que ce n'est pas des effets collatéraux? Peut-être. C'est pour ça que nous ne sommes pas attardés sur ce qu'on a qualifié de bombardement, un peu pour donner toujours de l'importance. Bon, je n'ai pas compté le nombre de morts qu'il y a eu, mais sur la question du pôle, globalement, nous sommes opposés à la démarche actuelle, comme je vous l'ai dit. Nous sommes opposés à la démarche. Elle n'est pas militaire, elle est politique. Et le moment est venu, avec Toumi, que nous nous asseyons, que nous comprenions d'où sort Toumi. Qui a fabriqué Toumi? Qui arme Toumi? Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? C'est ça le problème. Ça dure trop longtemps et il y a trop de victimes. Maintenant, nous sommes, vous voyez bien qu'on est logique avec nous-mêmes, on est constant. Nous ne sommes pas pour la violence. Nous ne sommes pas pour la violence. En avril, nous avons pris acte justement des résultats proclamés par la Cour constitutionnelle, justement pour éviter l'embrasement du pays. Aujourd'hui encore, nous en appelons à la table de négociation, à la table, pour une réconciliation véritable, pour une paix véritable dans le pôle. Vous voyez pas que nous sommes constants? On n'appelle pas la guerre, on appelle à l'apaisement. C'est ça. La vocation qui est celle de l'UPADES, c'est la vocation de Pascal Lissouba. Est-ce que... Regardez, oui, allez-y. Pascal Lissouba n'a pas été élu dans une caserne, disait-il, nous répétait-il. Et nous, on ne prendra pas le pouvoir par les armes, par le feu, nous le prendrons par les voies démocratiques. Les voies démocratiques, comme lui l'a pris en 92. Nous voulons ressembler au père. Et s'il avait été ici, à ce moment, je vous assure, la position que j'ai prise avec mes amis, c'est celle-là que Pascal Lissouba. Tout ce qui s'en réclame, ils oublient que c'est cette position qu'il aurait prise, je vous l'assure. Monsieur le Premier secrétaire, une question de curiosité. Est-il plus aisé d'être opposant à l'étranger, donc ici, notamment derrière les claviers, qu'au pays? Pardon? Est-ce que c'est plus facile d'être opposant ici où nous nous trouvons à l'étranger qu'au pays? Vous avez bien dit. Vous avez la réponse à votre question. Oui. À 6 000 km, à 10 000 km au bord de la Seine, on rigole bien, on peut prendre des positions les plus extrêmes. Mais c'est ici au pays qu'il y a la réalité.
Et il ne faut pas jouer avec la vie des gens. Moi, j'ai des militants. J'ai des militants. Et j'ai le devoir de les préserver, je vous assure. Quand nous, dans le combat sur la Constitution, nous avons perdu 27 morts. 27 sont tombés. 27. Et ils étaient de notre camp. Hein. Mais il faut qu'ils le sachent. Et ce sont des enfants aussi, hein, des enfants des autres. On ne va pas qu'on les exposer comme ça. Tant qu'on peut régler politiquement les questions, pourquoi? Je n'ai pas dit qu'on ne prendra pas, il arrivera. Écoutez, à côté de la politique, il y a la guerre. Et comme on dit, la guerre, c'est la continuation de la politique sous des formes violentes. On fait la politique, il ne faut pas croire que la violence est éclatée, totalement éclatée. Il y a des moments où vous êtes obligé de faire usage de la violence. Mais tant qu'on peut l'éviter, tant qu'on peut résoudre autrement les questions, alors je crois que c'est la dernière des hypothèses que l'on prend, c'est-à-dire la violence. Quand on a tout utilisé, quand on a tout fait, il n'y a plus rien à faire, et il faut maintenant qu'on prenne les armes. Alors, mais on oui. Allez-y. Oui, est-ce que on peut parler de revenir sur ce coup d'État constitutionnel que vous avez, me semble-t-il, avec les Mokoko, Boao, Kolela, Mounari et autres avalisés? Est-ce que doit-on dire que ceux qui vous traitent de traîtres ou de mercenaires politiques ont tort de le dire, puisque vous avez tous avalisé en quelque sorte ce coup d'État? Ah, vous le dites si bien, mais je vais commencer d'abord par ceci. Nous étions les premiers Lupades. Et ça, il faut aussi que l'histoire nous le reconnaisse. Nous étions les premiers, dès 2014, nous étions les premiers à dire au PCT, ne touchez pas la Constitution. Nous voyons venir, les velléités étaient claires et nous avons déjà constitué un cordon de sécurité autour de la Constitution de 2002. Et le combat était un combat rude. Nous seuls, nous ne pouvions pas le mener. Et c'est pour ça que nous avons accueilli, avec enthousiasme, avec beaucoup de joie, les autres qui nous ont rejoints, y compris ceux qui étaient aux côtés de M. Sassou. Et nous avons formé un grand front pour le maintien de l'ordre constitutionnel. Bien. Nous avons tout donné. Ce que humainement on pouvait donner, intellectuellement on pouvait donner. Nous n'avons pas reçu un apport extérieur comme d'autres pays l'ont reçu. Comme la RDC l'a reçu. Regardez un peu. Nous étions abandonnés à nous-mêmes. Et tous ceux qui font le bruit à l'extérieur, cette opposition, c'est là justement devait nous aider à expliquer à la communauté internationale, à permettre à ce que notre message soit entendu et que nous ayons le soutien de la communauté internationale. Échec. M. Sassou a fait le coup d'État, il a réussi. Maintenant, vous dites si bien, nous avons avalisé, effectivement, et c'est là que je ne comprends pas, mes camarades. Quand nous avons accepté d'aller à l'élection présidentielle, le jour où tous les 5, nous avons dit, bien que les conditions d'organisation de ces élections ne soient pas réunies, le corps électoral n'est pas fiable, il n'y a pas de biométrie, et la commission électorale n'est pas indépendante du tout. La loi électorale, c'est une loi scélérate, mais nous avons dit, en dépit de tout, nous allons participer. Dès lors qu'on a pris cette décision, nous avons accepté la constitution que nous avons critiquée. Implicitement, nous avons accepté. Pourquoi? Mais parce que l'élection présidentielle à laquelle nous avons concouru était organisée sous la bannière de cette constitution. La nouvelle, ce n'est plus 2000, la nouvelle. Et avec elle, l'ensemble des institutions, y compris la Cour constitutionnelle, qui a validé nos candidatures. Et c'est donc à elle qu'il fallait s'adresser en cas de contentieux électoral. Et quand elle a rendu son verdict, quand elle a rendu son arrêt, vous ne pouvez pas attaquer. C'est ça le droit. Il ne nous restait plus que la rue, à prendre la rue. C'est-à-dire la subversion, c'est-à-dire la désobéissance civile. Ou alors un coup de force. Nous, on est loin de tout ça. Donc voilà des camarades, moi je les respecte bien, voilà des camarades qui ont implicitement accepté, même pas implicitement, explicitement accepté. Si Mme Mounari, si Moukoko, si Okombi, si Kolela, si moi-même, un d'entre nous était élu, mais il était élu sur la base de quelle constitution? De 2016. Et le mandat irait jusqu'en 2021. Et c'est cela, simplement. Ils font semblant de ne pas le croire, de ne pas le comprendre ou de ne pas le dire. Mais c'est ça la réalité. C'est pour ça que nous, autant nous sommes opposants,
Mais nous sommes républicains, nous sommes des démocrates. Il faut comprendre les choses. Regardez un peu comment ça se passe sous d'autres cieux. Eh bien, c'est ça. Il y a des choses qu'il faut admettre. Et nous avons accepté. Le combat d'arrière-garde dit nous ne nous reconnaissons pas. Nous ne reconnaissons pas. D'accord. Et quand vous avez dit ça, la suite c'est quoi? Ils sont dans leur maison, ils sont enfermés. Ils font l'opposition à travers les médias, à travers RFI, à lancer des belles déclarations. Mais c'est quoi pour le reste? Kolela et moi, nous ne sommes pas là. Parce que nous sommes, il n'y a pas comment. Avec Kolela aussi, un des vendus, mais on parle plus de moi. Je ne sais d'ailleurs pas pourquoi. Alors que nous avons pris les mêmes positions avec Kolela. Mais personne n'ose attaquer Kolela. Je ne sais d'ailleurs pas pourquoi. Eh oui, mais monsieur le Premier secrétaire, je rappelle que nous recevons à ce numéro du journal de la communauté monsieur Pascal Tati-Mabiala. Pascal Tati-Mabiala qui est le Premier secrétaire de l'UPADS depuis Brazzaville. Merci. Vous aviez, monsieur Pascal Tati-Mabiala, signé à l'orée de l'élection présidentielle une charte de l'opposition, donc de solidarité. Alors, vous avez des amis qui croupissent en prison. Quelle action avez-vous menée en direction des autorités pour faire libérer tous ces amis? Qu'est-ce que vous nous proposez? La charte de l'opposition, attendez, là aussi on a dit beaucoup de choses. Ah non, M. Tati-Mabiala n'a pas respecté la charte qu'il a signée avec les 4 autres de ses frères. C'est une charte dite charte de la victoire que j'ai signée. J'en connais bien le texte. J'ai lu le texte. 2 dispositions. Première disposition de cette charte, si un d'entre nous est au 2e tour, tous les autres s'alignent sur lui, lui apportent leur suffrage. Si un d'entre nous gagne l'élection présidentielle, il faut qu'ils acceptent de travailler avec les autres. Un gouvernement d'union, genre ceci, cela. Bref, c'est tout. La charte, peut-être que nous n'avons pas prévu le hold-up. La charte n'a pas prévu tous ces emprisonnements. La charte n'a pas prévu ce que nous avons subi après. C'est pour ça que j'ai dit, ce que la charte n'a pas prévu, c'est comme ce que la loi n'a pas prévu. Alors, il appartenait à chaque parti, selon ses intérêts, selon ses capacités maintenant de gérer cette situation. Ce n'était plus la charte, ce n'était plus le FLOCAN, ce n'était plus l'IBC, c'était maintenant les partis politiques, en leur amener conscience, en fonction des moyens dont vous disposez, en fonction de vos intérêts stratégiques aussi. Donc la charte s'arrêtait le jour où nous avons terminé l'élection présidentielle. La charte ne gère pas. Maintenant, vous dites les amis coupés en prison. Écoutez, en dehors de M. Makaya, on a fait ce que l'on a pu. Qu'est-ce que vous croyez que nous pouvions faire, M. Makaya? C'est ça aussi la faiblesse de l'opposition en Afrique. Et ce n'est pas seulement du Congo, c'est aussi ailleurs. Monsieur Moukoko, je prends le général Moukoko. Là-dedans, il y a beaucoup de choses. On dit que ce n'est pas parce qu'il a participé à l'élection présidentielle qu'il est en prison. C'est ce qu'on nous dit. Qu'il y a un dossier, dont les éléments sont maintenant mis à la disposition du juge d'instruction qui a l'affaire en main. Ça commence depuis 2007 avec semble-t-il une affaire de mercenaires, de coup d'État qu'il organisait en 2008 ou 2007. Bon. Et ça n'est ajouté une autre affaire, disent-ils, une autre affaire. Mais ce n'est pas parce qu'il était candidat à l'élection présidentielle qu'il serait mis en prison. Sinon tout le monde serait en prison. Alors, donc quand on a tous ces éléments, quand on a tout ça, et qu'on n'ait pas la profondeur, je pense qu'on doit aussi, c'est un état de droit, il faut aussi attendre que le droit s'exprime. Mais j'espère, et c'est ce que nous avons dit dans une déclaration, qu'au-delà du judiciaire, il y a des moments où le président, le père de la nation, prend des mesures pour sauver la nation, Et mesures d'élargissement de nos compatriotes seraient les bienvenues. Nous en avons appelé justement au cœur du président de la République. La réponse, ils ne sont pas arrêtés pour les questions de l'élection présidentielle, pour d'autres motifs sont là. Et il faut attendre que la justice fasse son travail. Nous le saurons après. Alors, on dit, nous ne faisons rien. Bon, mais là, c'est collectivement. Ce n'est plus moi seul. Alors, il faut nous interpeller tous. Parce que moi seul, je ferais quoi? L'UPADS, je ferais quoi? Mais eux, qui disent qu'ils sont là, qu'ils sont prêts, combien de fois ils sont descendus? Combien de fois ils ont marché sur la maison d'arrêt pour tenter de sortir M. Moukoko? Combien de fois? Donc, c'est bien de jeter l'anathème sur d'autres. Mais il faut se regarder soi-même. Qu'est-ce qu'ils ont fait depuis? Combien de marches ils ont fait? Depuis que moi, je ne suis pas à la tête du FLOCAN. Combien de marches? Combien de meetings?
Alors, est-ce qu'on peut parler du FROCAD maintenant? Vous disiez l'autre jour, je ne sais plus exactement, mais au cours de l'une de vos déclarations, vous disiez que le FROCAD n'avait plus sa raison d'être. Alors, cela veut dire que n'a-t-il été créé que pour battre ça aux élections ou encore que, selon la formule... Oui, allez-y. Le FROCAD n'était pas créé pour battre M. Sassou. Il n'y avait rien d'élection dans le FROCAD. Ou encore que la vie politique est redevenue normale. Non, attendez. Nous nous sommes présentés chacun dans le cadre de son parti. Personne ne se présentait comme FROCAD ou comme IDC. Vous voyez bien. Au FROCAD, il y avait deux candidats, Mme Minari et moi. Mme Minari pour le compte de son parti, le MES, et moi pour le compte de l'UPADES. À l'IDC, il y en avait deux. M. Okomi, pour le compte de la CADD, son parti ou son association, et M. Kolela, le cadre également de son parti, enfin son association, qui est en train d'évoluer vers un parti politique, Yuki. Vous voyez bien qu'il n'y a pas FROCAD. Le FROCAD a été créé pour un seul objet. Mais lisez l'acronyme de FROCAD. Front républicain pour le respect de l'ordre constitutionnel et pour l'alternance en 2016. Point. Point. On n'avait pas un projet politique commun, ni pour gouverner ensemble, ni pour aller à l'élection présidentielle sous une forme concertée, véritablement concertée. Sinon, on aurait peut-être un candidat unique. Posez bien vous la question. Pourquoi on n'a pas pu trouver un candidat unique? Voyez-vous, le FROCAD, c'est uniquement pour la Constitution. Et au départ, nous sommes une quarantaine de partis associations, dont M. Mathias Nzo, dont M. Mukwege, les M. Itadi, Mpouele, tout. C'était ça le FROCAD. C'est un front, on appelle ça un front. Un front pour un objet. L'objet pour lequel vous avez créé, quand il est atteint ou quand il n'a pas été atteint, vous vous asseyez, et c'est ce que j'ai proposé après l'élection présidentielle. Puisque le FROCAD, c'était pour l'ordre constitutionnel, le respect de l'ordre constitutionnel. Le président Sassou a utilisé les moyens que nous n'avons pas, c'est-à-dire la force. Il a imposé un référendum. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, il y a une nouvelle constitution qui est là. Il faut donc prendre des armes pour changer l'ordre politique, l'ordre constitutionnel actuel. C'est à quoi nous nous refusons. Et nous avons dit, il faut transformer donc le FROCAD. Après une étude sérieuse, mettons en place une commission qui fait le bilan du FROCAD et qui nous projette dans l'avenir. L'avenir, c'est maintenant, soit nous trouvons une nouvelle organisation, avec des missions nouvelles, avec des objectifs nouveaux, avec certainement des nouveaux membres, ceux qui acceptent les nouvelles missions et les nouveaux objectifs, et nous allons continuer la lutte, mais sous une autre forme. Ce n'est plus le respect de l'ordre constitutionnel. Franchement, je ne comprends rien du tout. Les grands intellectuels qui y sont, moi, je ne comprends pas. Je dis, mais je ne peux pas appartenir à un tel mouvement qui, à mon avis, a fait son temps. Nous avons fait beaucoup. Ça faisait longtemps qu'on avait vu une telle opposition rassemblée, courageuse, ce que nous avons fait en 2015. Malheureusement, M. Sassou est arrivé, avec les moyens dont il dispose, il est arrivé à nous mettre à genoux et il a fait passer la Constitution. Et immédiatement, notre intelligence aurait été justement que nous nous retrouvions maintenant pour coller à la réalité, pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. Ça, ils l'ont refusé. Ils ont refusé de voir la vérité. Et bon, ils estimaient que j'étais le mal incarné. Et j'ai dit, bon, je vais me retirer. Et je vous souhaite bien de plaisir et bonne chance. Alors, à ce jour... Je ne suis pas là. Alors, monsieur le Premier secrétaire, qui est le président de l'opposition congolaise à ce jour? Il n'y a pas de président de l'opposition. Qui est le président de l'opposition en France? C'est qui? Cette formule de président de l'opposition, c'est dans les pays anglo-saxons. Nous sommes héritiers de l'héritage français. Plutôt, nous sommes héritiers de l'histoire française. Il n'y a pas de chef de l'opposition. Il n'y a jamais eu, même hier. Quand nous étions en responsabilité, qui de M. Sassou ou de M. Kola, qui était le chef de l'opposition? Ils se le revendiquaient. Ou de M. Tister. Ils étaient là, de nombreux dirigeants. Et nous arrivons, nous aussi, on veut qu'il y ait un chef de l'opposition. C'est dans les pays anglo-saxons, où d'ailleurs ça se joue en termes de vous savez, il n'y a pas de multitude de partis en Grande-Bretagne aux États-Unis. Je ne connais pas très bien l'expérience canadienne. Les pays anglo-saxons, je prends la Grande-Bretagne.
le chef du parti de l'opposition. Donc si c'est les travailleurs qui sont dans l'opposition, immédiatement, c'est lui qui est le chef de l'opposition. Si ce sont les conservateurs, c'est lui qui est le chef de l'opposition. Mais en France, il n'y a jamais eu un chef de l'opposition. Il n'y a même jamais eu un chef de la gauche. C'est au moment des élections que la gauche essaie de se retrouver. Maintenant, ils ont conçu une formule de primaire. Avant, ça n'existait même pas les primaires. Donc, dites-moi qui est le chef de l'opposition en France, c'est Kolela. Et plutôt, c'est Sarkozy, c'est Juppé, c'est qui? Il n'y en a pas. Nous avons, le gouvernement est en train d'instituer, il y a un débat en cours, un chef de file de l'opposition parlementaire, bien précis, de l'opposition parlementaire. Et celui-là, si la loi est votée, ne sera désigné qu'au sein du parti majoritaire à l'Assemblée. À l'Assemblée, oui. Oui. À l'Assemblée. Il sera le chef de file de l'opposition parlementaire. Sous-entendu qu'il y a une autre opposition, mais qui n'est pas au Parlement, qui n'a pas d'élu. Mais à l'Assemblée, pour la première fois, on va instituer dans une loi le chef de file de l'opposition parlementaire. Quel est le parti de l'opposition parlementaire qui aura plus d'élus? Et c'est à celui-là qu'on donnera le titre de chef de file de l'opposition parlementaire. Pour le moment, il n'y a pas un chef de l'opposition. Comme hier, il n'y en avait pas. Dans l'histoire de notre pays, il n'y a jamais eu de chef de l'opposition. Et oui, monsieur le Premier secrétaire, nous allons donc passer à la deuxième partie, donc la plus importante, puisque nous parlons de la vie de votre parti, l'UPADES, que vous dirigez. Vous êtes le premier secrétaire de l'UPADES. Et vous savez que tous nous savons que votre parti est ruiné par des dissensions internes entre les membres. Alors, comment œuvrez-vous à restaurer l'unité dans le parti? Vous savez, c'est une question récurrente. C'est pas d'aujourd'hui. Moi, je suis au parti depuis la création. Et j'ai la chance, le privilège d'être rentré dans la direction, tout jeune, aux côtés de Mukwege et de Mbiri. J'ai donc vu évoluer cette partie. Je peux dire même que ça fait partie, c'est la maladie infantile de l'UPADES, la querelle, l'unité. On est tous à la recherche d'une unité. Seul Pascal Lissouba était capable de faire cette unité. L'unité telle que vous la concevez, c'est Pascal Lissouba. Lui seul. Aujourd'hui, il faut faire l'unité avec ceux qui acceptent le projet issu d'un congrès. N'allez pas, parce que quand on parle d'unité, c'est l'unité de la région de la Moueza, de l'Alekoumou, de ceci, de ça, tout ça uni. Et les dissensions font partie aussi de la vie d'un parti politique. L'UPADES, mais je le regrette, on aurait pu être plus unis, plus fraternels. Mais je ne dis pas que c'est dans l'ordre normal des choses, mais regardez aussi autour de nous, plus loin de nous. C'est ça aussi des partis politiques. Alors, n'exagérons pas. Mais aussi, ne nous voilons pas la face, il y a des dissensions internes au sein des partis. Les dissensions internes aux partis sont nées ou se sont aggravées avec l'élection présidentielle. Avant, elles étaient là, mais on arrivait à les maîtriser. Mais au grand jour, sont apparues des divergences avec nos amis de Paris, principalement, qui, eux, estimaient, peut-être à raison, qu'il ne fallait pas voter pour le candidat du parti désigné au pays et qu'il fallait plutôt s'organiser pour un autre candidat que celui désigné par le parti, qui est déjà une faute très grave. Voyez, c'est une faute très grave. Il s'expose à des sanctions, de règlement intérieur et des statuts. C'est-à-dire qu'ils ont renié la décision prise par leur parti par son instance suprême, le Conseil national, qui a dit, nous allons l'élection, mais c'est avec tel camarade. Que vous l'aimiez ou l'aimiez pas, que ce soit n'importe qui, c'est ça la décision du parti, tout le monde devait au moins se mettre en ordre de bataille. Ce n'est pas ce qui a été fait par nos amis, principalement de l'extérieur de la diaspora. C'est là que nous comptons le plus grand nombre de positions internes à l'UPADES. À l'intérieur aussi, il y en a, mais de façon plus maîtrisée. Et c'est le travail que nous sommes en train de faire d'ailleurs pour essayer d'expliquer c'est que tout ce qu'ils ont subi comme matraquage venu de l'extérieur. Et je leur ai dit, c'est très bien, mais un parti politique ne se gère pas à 6000 km. Si vous avez des idées pour construire le parti, ce n'est pas en l'exposant de cette manière que vous le construirez. Moi, je suis aujourd'hui le gérant du parti. Je n'en suis pas le propriétaire, ce sont les militants qui sont propriétaires du parti. Je m'en irai demain. Si le Congrès demain estime que je n'ai plus, c'est plus moi qui dois gérer le parti, je m'en irai. Mais attention, il faut que le parti demeure.
Et j'ai utilisé cette formule pendant ma tournée. Ne jetez pas le bébé et l'eau sale. Le bébé, c'est le parti qu'il faut préserver. L'eau sale, c'est moi. Si vous me jetez, me préservez le parti tel que vous faites. C'est à la fois pour tuer et le bébé sale, et c'est à la fois vous jetez l'eau sale et le bébé. Et je trouve ça pas responsable. Moi, j'ai été élu par un congrès. Je ne quitterai le parti, je ne quitterai la tête du parti que par un congrès. Et tout ce qui peut se dire à Paris, tout ce qui se dit à Paris depuis toujours, je ne cite pas les noms, mais mes aînés qui sont là-bas, ou mes frères qui sont là-bas, les plus jeunes que moi, on se connaît très bien. Mais, je n'ai pas envie d'aller plus loin. Et oui, qu'ils aident le parti, oui. Qu'ils aident le parti à faire son unité. Qu'ils aident le parti à faire son unité, mais ce n'est pas en créant des troubles. Il y en a en réalité qui travaillent même pour d'autres, même pas pour leur propre parti. Vous voyez bien? Oui. Est-ce qu'ils aiment leur parti? Vous avez, monsieur le Premier secrétaire, été en tournée à l'intérieur du pays. Quel est le message que vous apportez à ces populations? Nous savons que ces populations veulent vivre paisiblement et décemment. Quel est le message du parti? Ah oui, ah oui, ah oui. D'abord, j'ai dit que je voulais préserver la paix, pour l'apaisement. C'était l'apaisement dans le pays. Mais le message de fond, c'est la discipline et la responsabilité. Si on engage le parti dans l'indiscipline, chacun peut dire ce qu'il peut dire, peut faire ce qu'il peut faire, ce n'est plus un parti. On est quoi dans une cour de voie plutôt, chacun peut faire ce qu'il peut. Non, c'est une discipline. Quand on a tracé la voie, quand le Conseil national, l'organe suprême du parti, dans l'intervalle du congrès, a pris une décision, qu'elle ait été actée, que vous soyez d'accord ou pas d'accord, une fois qu'il est, vous devez suivre. C'est ça la discipline dans un parti. C'est ça, tous les partis, de gauche, de droite, les partis soviétiques ou les partis occidentaux, il y a la discipline au sein du parti. Et je suis parti pour dire aux militants, attention, si vous versez dans l'indiscipline, dans la contestation généralisée, vous êtes en train de tuer le parti. Premier message. Deuxième partie, c'est la responsabilité. Si nous voulons, et je crois que nous le voulons toujours, repartir aux responsabilités de demain, si nous avons encore comme projet de revenir aux responsabilités, parce que telle est notre vocation, il faut un sens de responsabilité élevé. Ce ne sont pas seulement les militants de l'UPADES qui peuvent élever quelqu'un pour devenir président, c'est tous les Congolais. Et il faut qu'on soit à la fois un parti discipliné, mais un parti attractif, avec des hommes qui sont acceptés par les autres. Pascal Lissouba, au plus fort de sa popularité, en 92, n'obtient que 36% au premier tour. Ça veut dire que notre fief, qu'il avait rassemblé presque à 100%, ne lui avait donné que moins de 30%, ou tout autour de 30%, parce qu'il y en a qui ont quand même apporté les 6%. Mais il faut 51% pour être élu. Donc il faut que vous soyez quelqu'un de responsable, de sérieux, que les autres aussi peuvent dire oui, celui-là peut prendre la direction des affaires. Il n'est pas un extrémiste, il n'est pas ceci, c'est un homme responsable. C'est la responsabilité. Maintenant, si nous avons abandonné le rêve de repartir au pouvoir, on peut faire ce que nous sommes en train de faire, et c'est pas la peine. On se comporte comme des voyous. Mais ça, les autres, vous accepteront pas d'être président. Parce que quand vous êtes président, vous n'êtes plus que le président de l'UPADES, vous êtes le président du Congo. Il faut que les autres vous acceptent. Et pour qu'ils vous acceptent, il faut qu'ils vous aient suivi la façon de parler, la façon d'agir, comment vous prenez les décisions. Et que vous êtes donc un homme responsable et que vous êtes un parti responsable à qui on peut confier les destinées de tout le pays. Tel est notre rêve. Tel est notre rêve. Et comme c'est ça notre rêve, nous nous efforçons d'être responsables. La mesure du propos, la cohésion nationale, aller vers les autres, dire les choses avec la mesure, sans outrance. C'est ça que je voulais faire. Et c'est ce que je suis allé dire à nos militants, et d'ailleurs qui m'ont réservé un accueil plus que je n'en attendais. Je vous assure. J'en étais très ému. Et je sors satisfait de me tourner. Ce n'est pas fini, puisqu'il y a la Bonza qu'il faut faire, et après il y a le Koulou, il y a Pointe-Noire, et puis je dois aller ailleurs. Alors vous avez été... Oui, mais pour faire tout ça, monsieur le Premier ministre, il faut de l'argent. D'aucuns croient que le financement de votre parti vient du pouvoir. Comment financez-vous vos activités à ce jour? C'est très tentant. Mais nous avons des élus. Regardez, je vous dis, on avait 7 véhicules. Chaque député était avec nous. Les députés, vous savez, les députés du Congo, tout le monde le sait. Quand vous êtes député, vous avez un véhicule que donne l'Assemblée nationale. Chacun de nous a un véhicule. Et j'ai demandé que tous nos élus soient avec moi. Ils étaient là tous.
que chaque élu donne une contribution pour financer la tournée. Là encore, c'est parce que l'État ne tient pas ses engagements. Mais nous sommes un parti qui est subventionné par l'État, officiellement. Et nous ne sommes pas le seul parti. En fonction du nombre d'élus, vous avez une subvention. Voyez-vous? Et ça, les gens lui disent comme ça, c'est pas de l'argent que le pouvoir nous donne. Le pouvoir nous donne parce que nous sommes subventionnés au même titre que d'autres partis. Mais comme nous sommes le parti qui a plus d'élus, nous avons un peu plus. Je peux vous donner les chiffres. Nous avons 11 millions par trimestre. 11 millions de francs CFA par trimestre. C'est faramineux, ça. Il y a c'est modeste. Il y a des questions budgétaires, c'est versé à compte-goutte, à compte-goutte, mais nous avons quand même fait, par rapport à d'autres partis qui n'ont rien, qui ne peuvent même pas faire un voyage à côté, là. Ils ne peuvent pas, du tout. Alors, nous avons des élus. Vous avez dans votre, monsieur le Premier ministre, votre législature, notamment le Parlement actuel, des membres qui ne siègent plus pour une raison ou une autre. Est-ce que, quel mécanisme vous prévoyez dans ces cas? Est-ce que vous allez les faire remplacer par d'autres ou encore laisser ces vides perdurer? Ah, vous parlez il y a de tous les partis incarcérés, malades. Est-ce que vous allez prévoir des élections anticipées pour pouvoir justement ces vides-là au Parlement? Non, il n'y a pas de vide. Il y a les élections générales l'année prochaine. En 2017, tous les mandats se tombent. On va vers un renouvellement de toutes les assemblées électives. En 2017, il y a des élections, logiquement. Des élections législatives, des élections sénatoriales, des élections locales, des élections des conseils de département. En 2017, là. Alors, donc, les législatives sont toujours d'actualité au Congo, hein? Ben, vous me posez la question, posez donc au gouvernement, à mon avis. Puisque les mandats de 5 ans. L'année prochaine, c'est 5 ans. Il faut renouveler les chambres, sauf si, pour quelle raison, on n'irait pas renouveler les assemblées. Le Sénat, l'Assemblée nationale. En tout cas, en 2017, c'est fini. Les mandats sont terminés en 2017. Alors, je n'ai pas compris, c'est pour ça que je n'ai pas répondu clairement à votre question. Nous, tous nos élus siègent. Ceux qui ne siègent pas, ce sont les autres. Mais ce n'est pas à moi de leur demander de venir siéger. Monsieur Okombi ne siège pas, je ne sais pas. C'est à lui de savoir pourquoi il ne siège pas. Quand vous le recevrez à votre radio, vous lui poserez la question. Madame Munari a commencé à siéger avant l'élection présidentielle. Et depuis la fin de l'élection présidentielle, elle ne siège pas. Kolela et moi, de tous les anciens candidats, nous étions 4 députés. Kolela, Okombi, Munari et moi. Moi, je siège. Sans histoire. Et Kolela également est en train de siéger. Donc, il ne reste que Okombi et Madame Munari. Donc, tout le monde siège. Je ne sais pas à qui vous faites allusion. Ceux qui sont en prison ne sont pas des élus. Il n'y a aucun élu qui est en prison. Alors, est-ce que si vous étiez proposé de participer à un gouvernement d'union nationale, l'accepteriez-vous? Non, mais non. Ça, c'est une histoire. Un gouvernement d'union nationale, d'abord, maintenant, ça n'a pas de sens. Maintenant, ça n'a pas de sens. Quand nous sommes sur une élection présidentielle, peut-être, si le président s'assoit avec accepté le dialogue, il disait, c'est ça aussi un pays. Il appelle tout le monde. Asseyons-nous. Une élection controversée avec tout ce qu'il y a eu, j'en suis conscient. Je tends la main à mes frères. Et nous, on va regarder s'il peut y avoir un programme minimum pour préparer ensemble les législatives, pour gérer cette courte période ensemble législative, pour donner plus de crédibilité à ce que nous allons faire et plus de légitimité aussi à ce que nous allons faire. Je suggère que vous travaillez avec moi dans le cadre dans un gouvernement d'union nationale. On aurait analysé tous. Si oui, on dirait. Si non, on dirait non. Voilà, les conditions que nous posons sont celles-là. Mais la question n'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui. La question n'est pas à l'ordre du jour. Il a un gouvernement, il a un programme qu'il exécute. Je crois que ce parti, en tout cas au moins jusqu'aux élections législatives, je ne vois pas pourquoi il doit faire un gouvernement d'union. Ça ne répond à aucune logique, un gouvernement d'union. Quant à l'UPADES, nous n'avons pas, en tout cas, intérêt à aller dans un gouvernement d'union maintenant. Nous attendons les élections législatives. Après ces élections législatives, il va y avoir une nouvelle cartographie politique du pays, avec des partis qui vont se lever, avec des hommes d'élus. À lui de voir qu'est-ce qu'il faut faire. S'il croit que le pays est toujours en crise, parce que là, la crise économique qui peut se poursuivre demande sans doute qu'il y ait comme une sorte d'union sacrée du pays. C'est pour ça que les questions du pôle, il faut les régler dans la paix.
qu'on en termine, que la situation politique soit assainie. Et pour affronter la crise économique qui sera de plus en plus aiguë. À la fois parce que le pays a été très mal géré, on a très mal géré les ressources pétrolières, mais aussi parce que nous n'avons qu'une seule ressource, c'est le pétrole. Et dès que le pétrole s'effondre, c'est fini. On en ressent immédiatement le contre-choc. C'est ça. Alors, il pense que... Oui, allez-y. Oui, allez-y. Et s'il pense, lui, c'est lui qui tient le pays, c'est lui qui doit rendre compte aux Congolais, puisqu'il a pris un mandat, c'est lui qui doit rendre compte aux Congolais. S'il estime qu'il y a nécessité, urgence à parler avec ses frères, à la fois pour faire la paix véritable, et pour que nous affrontions dans une sorte d'union sacrée. Et moi, je suis prêt, dans une sorte d'union sacrée. Et au préalable, il faut élaguer tous les problèmes psychologiques qui bloquent là. Alors, une union sacrée, sous quelle forme? Ça, on peut regarder. L'UPADES regardera, étudiera, si cela est possible. Mais il y a tellement de choses à faire en amont que je ne l'envisage pas aujourd'hui. Alors, nous allons terminer cette émission par donc cet entretien par la diaspora. Monsieur le Premier secrétaire, est-ce que vous avez l'impression d'être incompris par les gens, notamment les membres de la diaspora? Je parle des militants de l'UPADES. Ah oui, bien sûr. Je crois que je suis incompris. C'est pour ça que je les en excuse. Donc, il ne faut pas aussi que je les charge trop. Je suis incompris. Peut-être que notre communication ne les touche pas, ils ne comprennent pas bien. Ensuite, peut-être que nous n'expliquons pas très bien les enjeux au pays pour qu'ils soient avec nous et qu'ils fondent leurs analyses sur ce qui est superficiel, ce qu'ils entendent, ce qu'ils lisent peut-être trop rapidement. Et c'est en cela peut-être que je les en excuse. Mais sinon, je constate qu'il y a une brutalité, une sévérité à l'égard de leur parti et de leurs dirigeants que je suis, qui ne se justifie en rien du tout. En rien. En rien du tout. Je vais vous donner un exemple. Ça se passe quelques jours. J'ai été reçu, le direction de l'UPADES a été reçu par le Premier ministre sur la question du pôle. À la sortie, nous avons fait une déclaration. J'ai fait une déclaration. Ce que je viens de vous dire, je l'ai déclaré sur les antennes de télécom. J'ai quelqu'un, moi je ne regarde pas les réseaux sociaux parce que ça me déchire le cœur. Quelqu'un m'a appelé pour dire, mais dis donc, mais ce que nous lisons maintenant, c'est différent. Maintenant, on vous jette des flammes, Fatim Mabiala, je crois qu'on a failli le tuer trop tôt, mais voilà, sans de responsabilité, voilà les poursuites qu'il prend, mais finalement, enfin, j'ai vu, quelqu'un m'a dit qu'il y a une évolution maintenant de ce que la diaspora dit de vous sur les réseaux sociaux. J'ai dit, je les comprends. Je crois qu'ils ne m'ont pas compris. Je ne suis ni un traître, je ne suis ni un homme de Sassou, je ne suis que celui à qui l'UPADES a confié les destinées du parti et je le gère avec responsabilité. Je regarde où nous allons, d'où nous venons, où nous allons. Et je vous assure, pour un parti dont la vocation est de repartir demain aux responsabilités, il ne doit pas se gérer comme les autres partis qui, eux, veulent bien rester dans l'opposition. Nous, c'est pas rester dans l'opposition. Nous, c'est préparer à aller aux responsabilités. Et donc, il y a un autre discours, il y a une autre posture, une autre façon. Il y en a qui pensent même qu'on ne doit pas saluer ceux du dirigeants du PCC. Qu'on ne peut même pas approcher M. Sassou. M. Sassou, c'est un Congolais. Le président Sassou, ce n'est pas notre ennemi, c'est notre adversaire. Nous lui opposons un autre programme. Et il faudrait que les Congolais demain disent, oui, ceux-là, ils peuvent diriger le parti, et plutôt le pays. Ah non, mais ceux-là, c'est des voyous, on ne leur donnera jamais. C'est cela. Nous voulons justement porter ces habits-là, ces habits de ceux qui demain peuvent incarner la direction du pays. Alors à ce moment, il y a des compromis à faire, sans compromission. Il y a des compromis à faire. Sinon, vous êtes dans les extrêmes. Mais si vous êtes dans les extrêmes, on ne vous confiera pas la responsabilité d'un pays. Et je sais que, malheureusement, je constate que la diaspora est sur des extrêmes. Mais non qu'à regarder en France. Les extrêmes ne gagnent pas en France. L'extrême gauche est là, l'extrême droite. Voyez-vous, ceux qui gagnent, c'est ceux qui sont plus ou moins au centre. C'est un exemple que je donne comme ça. Voyez-vous. Et donc, oui, je suis un incompris. Je suis un incompris. Mais je m'efforce justement de me faire comprendre par mes amis de la diaspora. C'est tout ce que je peux dire. Voilà, je crois et ils comprendront de plus en plus qu'ils étaient dans l'erreur dans le jugement qu'ils ont fait de moi. Ils comprendront qu'ils sont dans l'erreur. Ils parlent de moins en moins, en mal de moi. Cette déclaration de 7 avril, quand même, a suffi pour
ne plus reconnaître tout ce que moi j'ai fait à la tête du parti. Vous savez, le combat sur la Constitution, c'était nous, l'UPADES. Tout se passait chez nous. Je peux, si j'étais un peu narcissique, lire c'est moi, mais c'est l'UPADES. Et donc voilà, par une simple déclaration, alors ils ont tout oublié. Comme on dit, de temps de jour, en un jour effacé, ils ont tout oublié ce que moi j'ai fait. Mais je crois qu'ils comprendront que ce n'est pas ce Tchaki Madiala qu'ils ont peint de cette manière-là. Je suis différent. Je crois que nous ferons l'effort de vulgariser tout ce que vous dites, monsieur le Premier secrétaire. Alors, une autre question de curiosité. Faites-vous partie du Parlement africain? Je venais de l'apprendre. Oui. Oui, je suis membre du Parlement panafricain. Je siège à Johannesburg. Et le siège du Parlement panafricain, c'est à Johannesburg, en Afrique du Sud. Depuis le début de cette législature, j'ai été désigné par l'Assemblée nationale. Nous sommes 4. Il y a 2 sénateurs, 2 députés. Ici, nous siégeons au Parlement panafricain. Il y a le président du Sénat, M. Bamitou, il y a un sénateur. Et à l'Assemblée nationale, il y a moi-même, et le président de l'Assemblée, lui aussi, donc il y a 3 députés et 3 sénateurs. Nous sommes 5, nous siégeons au Parlement panafricain. Mais depuis un moment, avec tout ce qu'il y a comme problème au pays, ça fait 2 sessions que je n'ai pas été. Donc je confirme que je suis bel et bien un parlementaire panafricain. Alors une fois de plus, donc merci monsieur, mais je vous donne l'opportunité de conclure cette émission. Un appel peut-être à vos militants de la diaspora une fois de plus et à ceux de l'intérieur. Tout à fait, j'ai dit soyons sereins. Soyons sereins. Ne servons pas la cause des autres. On se bat parce qu'on a un objectif. Si on doit se battre, demain on doit se battre, mais parce qu'on sait qu'en se battant, voilà ce qu'on obtient. On ne se bat pas pour autrui, on se bat pour soi-même. Soyons sereins, il est encore possible de répartir responsabilité. Les Congolais peuvent encore nous faire confiance, mais à condition que nous montrons un sens de responsabilité, un sens de retenue, et que nous soyons d'abord nous-mêmes, sans complexe. Voilà le message. Sans complexe, le message que j'adresse à nos militants, aussi bien de la diaspora que de l'intérieur, qui sont quelquefois tombent dans une espèce de complexe. Nous avons tout pour gagner. Nous avons tout demain pour gérer le pays. Nous avons des éminents cadres, pas seulement moi qui parle. Nous avons d'éminents cadres au sein du parti. Nous n'avons rien d'envier aux autres. Alors soyons nous-mêmes, regardons-nous, mais tendons la main aux autres. Tendons la main aux autres. Seul, on ne peut pas. Il faut avec. Mais sachant, quelquefois on dit il vaut mieux être seul que mal accompagné. Mais il faut être en compagnie des autres pour gagner des grandes batailles. Donc, cessons tout ce que nous sommes en train de faire qui avilit, qui diminue le parti. C'est le message que je lance aux uns et aux autres. Merci beaucoup. Monsieur Pascal Tsatima Biala, merci.